Merci de nous préférer pour vous informer sur Bénin Business 24. Bienvenue aux 12h45. Voici le sommaire. Les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Elles sont parmi les milieux les plus productifs de la planète. Elles constituent un réservoir d'eau douce. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur d'emplois partout dans le monde. Pareil au Bénin où plusieurs entrepreneurs participent déjà à la création de la richesse. Et puis des chaussures made in Bénin, il en existe aujourd'hui suffisamment sur le marché, à telle enseigne d'ailleurs qu'il y en a qui se font une place au rang des chaussures de première qualité. Parlons des zones humides. Eh bien, elles jouent un rôle important en tant que solution naturelle dans l'adaptation au changement climatique. Elles sont également considérées comme des sources d'eau douce. La contribution des zones humides à la quantité et à la qualité de l'eau douce sur notre planète, eh bien, Amandine Anyambossou s'est intéressée à la question. Berceau de la diversité biologique, les zones humides fournissent l'eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d'espèces, de plantes et d'animaux dépendent pour le suivi. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité. Si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Cependant, les unes après les autres, les études démontrent que dans la plupart des régions du monde, les zones humides subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. Ces zones humides sont menacées de dégradation, de destruction, parce que d'abord, il y a la menace par rapport à l'agriculture. Les gens agressent donc ces différents milieux-là actuellement. Parce qu'il y a des zones, des sites comme ça, où on a constaté qu'aujourd'hui, l'urbanisation sauvage fait que les gens, ils agressent ces zones-là et vont faire des activités qu'on ne devrait pas. Donc je crois qu'il faut sensibiliser aussi bien les autorités centrales, donc locales, et les populations sur l'importance de ces zones-là pour la vie. Il n'y a pas de zone humide sans eau. Et il n'y a pas d'eau sans les zones humides. La bonne partie des eaux douces provient des zones humides. Donc si nous voulons continuer à avoir de l'eau de bonne qualité, si nous voulons que les zones humides continuent à jouer un rôle important par rapport au cycle de l'eau, c'est que nous devons les conserver et les protéger. Selon la FAO, 3900 km3 d'eau sont prélevés chaque année des rivières et des aquifères pour l'agriculture, l'industrie et l'approvisionnement local. La préservation et l'utilisation durable des zones humides sont de véritables solutions fondées sur la nature et doivent être une priorité pour garantir le maintien des services rendus par cette dernière à l'humanité. Coopératives, mutuelles ou associations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale et solidaire. En France, par exemple, ce secteur représente 14% de l'emploi salarié privé et génère 10% du produit intérieur brut. Mais qu'en est-il au Bénin, par exemple? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur? Explication ici avec un spécialiste de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a trois principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale
et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et troisième principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Parlons à présent des chaussures et des hommes. Eh bien, c'est une histoire de goût, mais aussi de luxe. Lorsqu'il s'agit d'aller au travail, par exemple, ou dans une manifestation d'envergure, ce sont les chaussures importées qui sont les plus prisées. Cependant, grâce à des créateurs de mode, aujourd'hui, le Made in Bénin commence à se faire une place au rang des chaussures de première qualité. Suivons ce reportage pour mieux nous édifier. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses. C'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc, ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste qu'un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, et appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi, donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international.
Et puis, hors de nos frontières, au Gabon, justement, le chiffre d'affaires dans le secteur du tourisme, l'hôtellerie et la restauration a connu une tendance baissière au terme du premier trimestre de l'année 2021. Selon des données du ministère chargé de l'économie, ce chiffre d'affaires a chuté de 20,5% à 1,3 milliard de francs CFA. En cause, la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 et le durcissement des mesures barrières. Les données révèlent aussi que le taux d'occupation des chambres a perdu 28,2 points à 10,81% comparativement à mars 2020 en raison justement des effets du confinement et du ralentissement des flux internationaux. Congo, où l'éruption du volcan Nyiragongo survenue le 22 mai dernier a endommagé le réseau d'eau de la ville avec des conséquences dramatiques pour les populations. C'est le constat fait par nos confrères de France 24. À Goma, c'est une nouvelle situation de détresse que vivent les habitants. Depuis l'éruption du Nyiragongo, de nombreuses familles privées d'eau courante sont forcées de venir remplir des bidons. Après l'éruption du volcan, j'ai fui avec ma famille. En revenant, on a vu que les tuyaux avaient été brûlés par la lave. Heureusement, on a eu l'information par les voisins qu'il y avait de l'eau gratuite ici. Plusieurs organisations humanitaires se rendent sur place quotidiennement pour ravitailler les bornes fontaines des quartiers affectés. Le réseau d'eau a été endommagé pour longtemps. On parle de tuyauteries de très grands diamètres qui doivent être remplacés. Et généralement, les matériaux ne sont pas disponibles sur place. Donc il y a cette organisation qui se met en place du côté étatique, du côté des partenaires. Le comité international de la Croix-Rouge estime que 75% de la population de Goma a été privée de l'accès à l'eau potable et donc soumis à un important risque sanitaire. À Goma, nous sommes dans une zone endémique au choléra et le manque d'eau est égal au problème de santé publique. Déjà, ça, c'est une première chose à laquelle il fallait vite répondre. Avant de voir toute autre action, l'eau, c'était la première chose à laquelle il fallait déjà apporter une réponse. Une urgence qui s'ajoute à d'autres. Même avant cette éruption, le réseau de distribution d'eau de Goma était insuffisant. La ville, elle, s'étend car elle continue d'accueillir les réfugiés qui fuient les conflits dans le nord et l'ouest de la province. Voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB www.ortb.bj, mais également sur la page Facebook Bénin Business 24. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous à 19h45.